Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau podcast du magazine Programmé. J'espère que tout le monde va bien malgré la crise et les températures et les orages qui commencent à arriver. Nous vous rappelons que le Programmé 241 et le Programmé spécialité sont toujours disponibles en kiosque et bien évidemment sur abonnement en version papier et PDF. Alors, pour ce podcast d'été, pour ce milieu d'été, on va dire, il y a 3 éléments que le développeur devrait avoir toujours en tête. Le premier, c'est la roadmap, c'est le versionning de ces outils, des langages ou des frameworks qu'il va mettre en œuvre. Le point 2, ça va être le support. Est-ce que c'est un support long terme dit long terme support? Et enfin, c'est tout ce qui est casse de code, casse de compatibilité d'une version N et d'une version N+1. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important aussi à prendre en compte. Qu'est-ce qu'on va entendre par en fait le versionning? C'est tout simplement en fait la cadence de mise à jour du langage ou du framework. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde un certain nombre de frameworks, je pense à Angular, on peut penser aussi à Flutter et puis à d'autres, on voit que les cadences sont quand même extrêmement rapides, parfois à peine 3 mois, ou même 6 mois ou 18 mois ou 12 mois pour les versions. Et donc, c'est quand même vraiment un élément très problématique parce que quand on se met à peine à une version ou qu'on met à jour ces couches techniques, mais on s'aperçoit qu'on est déjà à N+1 ou N+2 au niveau des versions. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe avec Angular, et là on rejoint le point numéro 2, c'est le support, en fait on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en fait il y a très peu de versions qui sont toujours supportées. Aujourd'hui on a juste Angular 10, 9 et 8 qui sont supportées. Toutes les autres versions sont totalement dépréciées. Dans le sens où il n'y a plus aucun support officiel de la part de la communauté et des développeurs qui développent Angular. Donc tout ce qui est 4, 5, 6 et 7 en version ne sont plus du tout supportés. Donc de facto, cela pose un problème lorsque ces versions sont en production, un problème de pérennité de vos développements. Et donc, ça veut dire aussi, à terme, obligation de migrer à terme vos piles. Parce que vous ne pouvez pas fonctionner, déployer des sites web, des applications, etc., si vos piles techniques ne sont pas à jour ou sont tout simplement plus supportées officiellement. Donc le support qui prend fin, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de patch de sécurité, il n'y a plus de fixation des bugs, plus d'évolution. Donc là, c'est vrai que ça peut poser effectivement un problème à terme de stabilité et de pérennité, bien évidemment, de vos applications. Donc on s'aperçoit que les notions en fait de versionning et de support sont forcément liées effectivement à un moment donné, parce que vous allez avoir aujourd'hui 2 modèles de support. Le modèle très court terme, en fait, c'est juste le temps d'une mise à jour qui chasse l'autre, et c'est tout. Donc là, on sait que c'est des versions qui vont être officiellement supportées par la communauté et par les équipes de développement. Très peu de temps, donc 3, 6, 12 mois, en général, grand maximum. Une version LTS, donc Long Term Support, c'est une version plus intéressante pour le développeur parce que on est censé avoir un support plus long. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre par support plus long? Est-ce qu'on parle de 12 mois seulement ou est-ce qu'on parle de 2-3 ans?
Alors, tout va dépendre du projet. C'est vrai que, encore une fois, lorsqu'on va regarder la partie Angular, on s'aperçoit qu'Angular, c'est quelque chose d'assez court parce que les versions long term support reçoivent des fixes critiques et des fixes de sécurité que sur 12 mois. Donc, ce qui est quand même un support long terme, somme toute, très court. Lorsqu'on regarde un petit peu tout ce qui est OpenJDK, donc Java côté Oracle, Oracle va instituer un long-term support beaucoup plus long. En général, on est sur 2 à 3 ans minimum, voire plus. Donc là, effectivement, ça va rassurer les entreprises, ça va rassurer les partenaires parce que on a la garantie d'un minimum de temps d'activité de la version que l'on va choisir. Il ne faut pas oublier que entre ce qui se passe auprès des communautés, des éditeurs, des projets, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas du tout à la même cadence. Hein. Mais évidemment, on sait très bien qu'il peut sortir une version majeure par an avec X mises à jour. Ce n'est pas pour autant que les développeurs vont suivre. Alors, effectivement, dans certains cas, on n'a pas beaucoup le choix parce que le framework ou le langage va nous obliger d'une certaine manière à migrer beaucoup plus rapidement. Parce qu'on n'a pas de support, parce qu'on n'aura plus de fixation de bugs, etc. Donc là, ça pose quand même un problème parce que le développeur n'a pas envie et n'a surtout pas la possibilité de tout le temps mettre à jour des projets, des codes, des applications qui sont en production. Souvent, un logiciel, une application qui est développée et en production, et là je pense évidemment en entreprise, ça va être des projets qui vont durer au moins 3, 5, 6 ans. Donc on ne peut pas se permettre effectivement de migrer la pile technique utilisée tous les 12 à 18 mois. Ce n'est pas possible. L'entreprise cliente ne va peut-être pas vouloir. La DSI ne va peut-être pas vouloir. Donc là, on a vraiment un problème. Ensuite, que l'on mette à jour les piles côté serveur, donc tout ce qui est back-office, donc tout ce qui est le back-end, là oui, effectivement, vous êtes obligé quand même d'avoir un minimum de rigueur dans les versions déployées, et donc, in fine, dans le support. Ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'on ne peut pas l'oublier. Enfin, le troisième point qui me semble aussi très important, c'est tout ce qui est tout ce qu'on va appeler le breaking change. Donc en fait, tous les changements de version. Là, on a plusieurs cas. On va avoir donc les changements par rapport à la version N-1 qui va apporter des casses. Donc effectivement, donc là, on va avoir des casses de compatibilité, on va avoir une casse de code. Ce qui n'est pas toujours facile effectivement à gérer. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est dépréciation, ce qui n'est pas encore la même chose. Même si, au bout du compte, les deux peuvent fonctionner un petit peu de concert. Et c'est pour ça que il faut absolument que vous regardiez dans les notes de version, donc les fameuses release notes. Qu'est-ce qui change au niveau des dépréciations? Qu'est-ce qui est retiré? Donc tout ce qui est removed features, les fonctions dépréciées, ça c'est quelque chose d'absolument important. Vous devez absolument regarder qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle version par rapport à une version N-1 encore une fois. Donc ça, c'est vraiment à vous de faire très attention à ça, parce que quand vous décidez, mettons que vous passez au nouveau Flutter qui est sorti ce matin, mais que vous utilisez effectivement une version N-3, N-2, il y aura forcément des changements internes, il peut y avoir des dépréciations, il peut y avoir des casses de compatibilité. Lorsqu'on va passer à PHP 8, dans quelques mois,
la communauté a déjà prévenu qu'il y aura forcément des cases de compatibilité. Souvenez-vous du passage d'Angular 1.x à Angular 2, quand ils ont changé les technologies internes, il y a eu énormément de problèmes parce qu'on on ne pouvait pas migrer d'une version comme ça, telle qu'elle en tout cas. Donc vraiment, faites très très attention à tout ceci, parce que c'est quelque chose d'important. Souvenez-vous, il y a quelques années, quand Twitter m'avait mis en quelque sorte à la poubelle un certain nombre d'API dans un temps très court. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait hurler la communauté des développeurs, parce qu'évidemment, c'est quelque chose de très ennuyeux. Donc, vous ne pouvez pas, effectivement, ne pas avoir ça en tête. Alors, je vais citer un post, pour conclure, un post de Spotify qui résume un petit peu ce que je viens de dire. Donc, à Spotify, nous avons des milliers de partenaires qui construisent leurs services, leurs applications sur nos API. Ils comptent sur nous pour assurer le bon fonctionnement de leur business chaque jour. Tous les utilisateurs de nos API attendent stabilité et prédictibilité. Notre schéma d'évolution des API nous permet de continuer les développements de la plateforme tout en fournissant des API stables et des délais prévisibles et connus pour adopter les changements. Effectivement, lorsqu'on regarde le marché de Spotify, on ne parle pas de 100, 200, 300 utilisateurs. On parle de millions et de millions d'utilisateurs, directs ou indirects, de services tiers qui vont utiliser les API de la plateforme. Donc là, effectivement, on comprend le pourquoi du comment de ce poste. Donc, et c'est vrai qu'ils mettent en avant deux éléments. Donc c'est déjà avoir une vision claire sur la vie de l'API, donc ça c'est quelque chose de très important, comment l'API va évoluer dans le temps, tout en garantissant deux choses effectivement qui mettent en avant, donc c'est la stabilité de l'API, tant faire se peut, on va éviter de casser la compatibilité ou de casser des fonctionnalités de l'API, et avoir effectivement de la prédictibilité au niveau de l'API, et ça c'est quelque chose de très important. Vous rassurez votre écosystème, vous rassurez les développeurs qui vont utiliser vos API. Et ça, c'est vraiment un point, encore une fois, très important. Encore une fois, lorsque des développeurs utilisent vos API, des langages ou des frameworks, il faut, quand c'est possible, effectivement, avoir une vision claire de la durée de vie, le cycle d'évolution de ces éléments techniques. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, vous fait réfléchir à un certain nombre de choses, et n'hésitez pas à nous écrire pour donner votre avis ou pour préciser des points ftonic@programmer.com. Merci à vous et à très bientôt.